Bonjour et bienvenue à Urgence économique. Aujourd'hui, nous allons à nouveau aborder le thème des cours des hydrocarbures, mais sous un angle radicalement nouveau, voire même explosif, à travers un angle qui est très peu traité actuellement par les médias, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Alors nous allons parler du rôle central et géostratégique que jouent les raffineries dans la détermination artificielle des cours des produits dérivés du pétrole, quelle guerre larvée se joue derrière les différents enjeux en rapport avec le pétrole, et comment le Maroc devrait réagir et se préparer à des éventualités qui, somme toute, seront catastrophiques. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un expert et un consultant dans différents domaines, dont celui du supply chain, Oussama Ouassini. Bonjour. Bonjour. Alors, par où commencer? Premièrement, on a effectivement les cours du pétrole qui sont à des niveaux élevés, 114, 115 $ le baril. Mais il est vrai que par le passé, enfin un passé pas très lointain, après la crise de 2008, on a connu des cours largement supérieurs, qui avaient frôlé les 150 $, mais on n'a jamais vu le prix à la pompe atteindre les niveaux actuels, qui se dirigent vers les 20 dirhams pour l'essence et vers les 18 peut-être pour le gasoil. Donc ce n'est pas tant le prix ou le cours du pétrole en lui-même qui est problématique, mais c'est davantage les produits dérivés du pétrole. Donc pourriez-vous nous faire une cartographie un peu du secteur, c'est-à-dire qui gravite autour du pétrole, et dans quelle mesure il y a des jeux peut-être de création de rareté qui se font au détriment de la plupart des populations aujourd'hui qui subissent l'envolée des prix conséquente à cela? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Et je vous porte une grande estime, franchement. La vérité, bravo pour ce que vous faites. Donc, pour revenir à votre question, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que depuis qu'on a mis en place la stratégie de tout voiture électrique, et surtout de l'anéantissement des voitures fossiles pour 2024 ou 2025 pour l'Europe, pour le diesel, il y a beaucoup de raffineries qui sont fermées en Europe. Il en reste quelques-unes aux États-Unis et quelques-unes en Eurasie. D'ailleurs, il faut rappeler peut-être qu'il y a une décision de l'Union européenne qui recommande aux pays membres d'abandonner définitivement les moteurs à énergie fossile d'ici 2035. Non, 2035, oui, 2035 carrément. Donc ce n'est pas de nature à encourager des gens à investir dans des raffineries ou à ouvrir des raffineries. Voilà. Donc, déjà avant, au niveau du diesel, oui, c'est que d'ici 2024, donc, oui, ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de fermetures de raffineries à travers le monde. Il nous reste quelques-unes en Europe, peut-être en Espagne, en Hollande, et surtout aux États-Unis et en Eurasie. Le problème, ce qui se pose actuellement, c'est que tout simplement, lorsque, avec la décision qui a été prise au niveau des États-Unis et de l'Union européenne de ne plus utiliser le pétrole russe, c'est qu'automatiquement, toutes les raffineries qui ont été construites dans le cadre d'utiliser le pétrole russe ne pourront plus être capables de produire de l'essence ou du diesel ou du fioul. À partir d'un pétrole autre saoudien. Saoudien, parce que les raffineries sont faites définitivement à partir d'un certain type de pétrole utilisé. Et c'est pour ça que maintenant qu'on utilise, pourquoi on veut réintégrer le Venezuela, parce que comme on sait que le Venezuela a un pétrole qui est liquéfié, très fluide, alors que le pétrole de schiste et l'eau, avec une certaine combinaison dedans, on peut les utiliser dans des raffineries. D'accord. Mais surtout, ce qui se passe actuellement, c'est qu'avant, au niveau des raffineries, nous avons la plus-value de transformation du diesel ou de l'essence. Le prix variait entre 5 et 10 $ le baril. Alors qu'actuellement, depuis 2022, on est arrivé jusqu'à 60 $ de plus-value de pour raffiner. Uniquement le coût de raffinage d'un baril. Ce qui fait que les prix ont tellement augmenté par rapport à avant. Et aussi, il faut savoir une chose, comme vous devrez bien savoir, c'est qu'au niveau mondial, la production n'a pas, la demande n'a pas vraiment repris à ce qu'elle était avant. Et donc, on peut dire par principe que les raffineries disposent d'une disponibilité de production. Donc, elles sont toutes en sous-production. Donc, comme ils sont en sous-production, ils utilisent comme avec cette contrainte de ne plus utiliser le pétrole russe, ils en profitent pour pouvoir récupérer les pertes qu'ils avaient avant.
D'accord. Voilà. Donc, si je récapitule, premièrement, il y a différents types de pétrole. Voilà. Le niveau de pureté n'est pas le même, la quantité de soufre n'est pas la même, et que quand on construit une raffinerie, on la construit pour un type de pétrole donné. Donc, dans le cas de l'Europe, depuis notamment la période Schröder, où la complémentarité énergétique avec la Russie était encouragée, tout était orienté dans un schéma de dépendance vis-à-vis de la Russie, autant au niveau du pétrole et du gaz. Et donc, la plupart des raffineries étaient faites quasiment sur mesure pour du pétrole russe. Donc aujourd'hui, vu le bras de fer géopolitique, le pétrole russe est détourné vers l'Inde et vers la Russie. Et donc l'Europe se retrouve avec des raffineries qui ne servent pas à grand-chose. Et les mettre à niveau, ça coûte très cher, ça demande du temps. Donc l'élasticité n'est pas optimale par rapport aux besoins immédiats. Deuxièmement, on a des raffineries, vous l'aviez évoqué avec des chiffres, qui, dont le coût de raffinage était de 5 $ à peu près, le baril. Aujourd'hui, on a atteint les 60 $ le baril. Donc quand le Marocain ou la Marocaine va à la pompe à essence pour faire le plein, au fait, ils payent ces surcoûts réalisés par les raffineries actuellement. Alors, ces raffineries qui en profitent, elles sont où principalement? Ils sont, comme je vous ai dit, aux États-Unis. Donc, il y a les Américains. Il y a l'Eurasie. Donc, l'Inde, la Chine, d'autres pays, peut-être aussi Singapour, Corée, etc. Et bien entendu, il y a quelques raffineries espagnoles et hollandaises qui utilisent le pétrole US. D'accord. Alors, ces raffineries-là, elles profitent d'une demande sur le marché au niveau des produits dérivés du pétrole. Et dans une logique de pure spéculation et d'appât du gain, elles entretiennent une rareté artificielle afin de maintenir des coûts de raffinage extrêmement élevés et profitent d'une aubaine, celle de l'Europe qui est débranchée du raffinage. Ils profitent tout simplement de la rareté. Par exemple, ils déterminent les prix à partir du coût marginal. C'est-à-dire que s'il y a seulement 90% la disponibilité par rapport à 100%. Donc le coût est défini par rapport à la 10% de rareté qui diffère. D'accord. Voilà. Donc automatiquement, ils profitent, alors qu'ils pouvaient utiliser les cours habituels, mais comme ils sont dans une position de force, ils en profitent. D'accord. Donc globalement, la quantité de pétrole offerte est globalement la même, elle n'a pas bougé, mais le nombre de raffineries, il a augmenté. Au niveau pétrole, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, mais le nombre de raffineries au niveau mondial capables de raffiner a diminué. Mais même s'il a diminué, les raffineries asiatiques et américaines sont toujours en sous-production exprès, volontairement pour maintenir le prix. Alors maintenant, y a-t-il un moyen, parce que pour le pétrole notamment, il y a des entreprises publiques ou privées qui signent des contrats à long terme, ce qui permet de se protéger par rapport aux mouvements spéculatifs sur les marchés. Ouais. Peut-on, par exemple, le Maroc, établir un contrat avec l'Inde de livraison de produits raffinés avec un cours décidé en amont sur le long terme? Oui, mais malheureusement, c'est qu'on n'a pas les zones de stockage. Lorsque tu voulais faire de la couverture à terme, à 3 mois, c'est que vous devrez acheter une certaine quantité. Et cette quantité, lorsque vous la recevez, il faudra la stocker. On n'a plus de zone de stockage depuis que la Samir n'est plus opérationnelle. Donc la Samir était également était joué un rôle d'amortisseur de stockage et d'amortisseur de spéculation de prix. D'accord, mais la Samir, elle permet de stocker le pétrole quand il ne coûte pas cher. Et de le raffiner. Et aussi du fuel. Du fuel, oui. D'accord, donc la Samir a un rôle central à jouer dans ce schéma-là. Ah oui, et je dirais même plus, sachant que, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'en 2037, l'Europe a décidé qu'il n'y aura plus de voitures fossiles. Donc je dirais que c'est l'occasion ou jamais de pouvoir récupérer, de remettre en production la Samir et aussi rejouer le rôle de la raréfication des raffineries à travers le monde. D'accord. Alors, pour rentrer un peu dans la complexité, donc on a la question effectivement du potentiel de la Samir dans la conjoncture actuelle qui permettrait non seulement de recréer des emplois, mais également d'être rentable, vu les coûts actuels que vous avez évoqués de 60 $ pour le raffinage. Mais le problème, c'est la conjoncture actuelle. Et qu'on en parlait en off, parce que l'occasion d'entrer dans le détail, une bonne partie de la composition du cours du pétrole et donc également indirectement d'une partie du coût de raffinement, de raffinage, je ne sais pas comment on dit, est due à une dépréciation des principales monnaies mondiales, dans le dollar. Oui. D'accord. Donc si jamais demain ça venait à se rééquilibrer et que les cours, autant du pétrole que du raffinage, finissent par diminuer, on se retrouve avec une Samir qui n'est pas rentable. Donc, non, parce que tout simplement, sachant qu'en écoutez, lorsqu'on vous êtes d'accord avec moi, que lorsqu'on met en place une stratégie, ce n'est pas une stratégie sur 3 ans, 5 ans. Avec tout le respect que je vous dois. La réaction, je me fais l'avocat du diable. Voilà, c'est des réactions pin-up. Mais l'avantage, c'est lorsqu'on se lance, c'est sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, lorsqu'on sait qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures fossiles,
en Europe, les voitures fossiles, disons qu'utiliseront c'est seulement en Afrique ou en Eurasie. Et en Amérique. Et en Amérique. Donc, transporter du fuel des raffineries européennes pour les redescendre jusqu'au milieu de l'Afrique ou bien au centre de l'Afrique, ça coûte de l'argent. Alors, est-ce que ce ne serait pas possible qu'on joue le rôle tampon ou de hub pour plus tard, que c'est la raffinerie marocaine ou les raffineries marocaines ou d'autres, sachant qu'ils n'existent seulement au Maroc, en Algérie et en Égypte. Au Nigeria également, je crois. Nigeria, Tunisie, je ne pense pas. Peut-être que non. Tunisie. Bon, c'est mineur. Mineur. Donc, quelque part, c'est le moment de se positionner sur 2035 et plus tard. Donc, dans ce schéma-là, si on est dans une stratégie de très long terme, avec pour perspective le marché africain et peut-être même une partie du marché sud-américain, etc., il faut aller au-delà de la Samir, c'est-à-dire peut-être même d'investir pour construire d'autres raffineries au Maroc. Mais je veux dire une chose, la souveraineté, c'est quoi? C'est de maîtriser son destin. Lorsque je dis de maîtriser son destin, c'est surtout de pouvoir imposer une certaine volonté à un autre. Et aussi, et surtout, de ne pas se faire imposer une volonté. Donc maintenant, avec les cours actuellement, du cours du pétrole et du fuel et du diesel, vous savez très bien que Macron vient de dire il y a quelques mois, on rentrera dans une crise alimentaire dans les 12 à 18 mois. Et il faudra qu'on puisse se répartir. Alors, je vous dis une chose très simple. Prenons les États-Unis, ou bien, prenons les États-Unis, c'est des fermes qui font 300, 500 hectares. Lorsque le paysan, l'agriculteur n'est plus capable de pouvoir payer le gallon à 5 à 6 dollars, le mec, il ne pourra plus cultiver avec des ânes ou avec des chevaux. Déjà, rappelons que l'agriculture américaine n'est fonctionnelle que par des subventions étatiques fédérales. C'est une agriculture qui est morte en réalité. Si jamais l'État arrête de financer, pareil pour l'Europe d'ailleurs. Maintenant, s'ils n'arrivent plus, comme par exemple, l'agriculteur n'arrive plus à payer le prix. Oui, là, il y a un fondement. Donc, quelque part, c'est qu'en restant, donc en jouant le rôle, on pourra se permettre de pouvoir récupérer au niveau agricole ou au niveau industriel, etc. On prend le même au niveau du gaz, au niveau du pétrole, et utilise ou le fuel, il est utilisé dans des domaines industriels. Alors si demain on devrait toujours acheter le truc encore plus cher en Europe ou en Arabie, etc., et en plus le transport qui deviendra encore de plus en plus cher. Donc il y a un cumul inflationniste. Mais alors je vais essayer d'intégrer ce que vous dites dans la totalité qu'on a entamée depuis le début. Donc en fait, quand Macron ou d'autres chefs d'État parlent d'une crise alimentaire imminente, en fait, quand on dit que c'est parce que l'Ukraine n'exporte plus du blé, c'est du pipeau. Effectivement, c'est de la poudre aux yeux ou de la poudre de perlimpinpin pour reprendre Macron. Donc en réalité, c'est tout simplement la crise énergétique qui risque de se traduire par une crise alimentaire, tout simplement parce que la production va devenir tout simplement impossible pour les agriculteurs en raison du prix des hydrocarbures, des produits dérivés. Pour le tracteur, pour les machines, c'est des machines énormes. Parce que quand on pense à tracteur, on pense à un petit tracteur. Aux États-Unis, effectivement, quand on va avec des drones, c'est une industrie, l'agriculture, c'est pas uniquement. Donc il y a le risque de crise alimentaire à une échelle mondiale en raison de cela. Maintenant, imaginons qu'on ne fasse rien par rapport à la Samir. Quel est votre pronostic, votre lecture prospective pour en tout cas la prochaine année? Parce qu'effectivement, on ne va pas vous demander de... une chose, j'aime bien chez vous, j'aime bien, votre crainte au niveau des marocains, c'est la balance commerciale, à savoir des devises. Au Maroc, nos entrées de devises sont connues. C'est soit le phosphate, le tauride et les RME. Les IDE. Les IDE. Donc, avant, ce petit baril de pétrole, vous le payez à 50-60 dollars ou 40 dollars. Maintenant, vous le payez à 115 dollars. La différence. Un double. Il faut bien trouver ce dollar. Vous n'allez pas pouvoir l'imprimer. Vous n'êtes pas souverain du dollar. Et on ne peut pas augmenter brutalement et rapidement les exportations. Même si on exporte, l'évolution est déjà là. Il est structurel. Donc, quelque part, on va se retrouver dans une situation pour pouvoir utiliser seulement les devises que nous disposons. Donc les réserves de change. Les réserves de change, donc on doit se retrouver en train de diminuer la quantité de fuel ou de diesel ou d'essence qu'on importe. D'accord. C'est le seul moyen qu'on a, mathématiquement. Donc, on pourrait aller vers un schéma de rationnement. On va aller vers en termes d'essence et de gasoil. On va aller, ce que j'appellerais, moi, le pass énergétique. Donc, vous aurez un banc quotidien, maximum 10 litres par jour. Voilà. Ou bien, et la file d'attente, un peu comme on a vu au Liban, c'est une catastrophe. Catastrophe.
Voilà. De toute façon, pour revenir, la crise, elle y est. Pour moi, par exemple, lorsque je vois qu'en Europe, en France, par exemple, on est en train de subventionner l'essence, le fuel, etc., à 1,50 €. Aux États-Unis, on est en train de donner des cartes de 400 $. On entretient la demande. On retient la demande, donc on retient les plus-values des raffineries. Et on retarde l'effondrement des prix, des cours. Voilà. D'accord, mais en même temps, l'effondrement des cours a pour prix la contraction de la demande en la livrant à elle-même, et donc une récession économique avec tout ce que cela implique. C'est quoi? Il y aura comme au Pakistan actuellement, c'est qu'ils n'arrivent plus à acheter l'énergie parce que ça coûte trop cher. Ils ont 12 heures de coupure d'électricité par jour. Oui, de rationnement électrique. C'est de rationnement électrique. Donc c'est tout simplement. Non, mais moi je voudrais revenir au coût. Vous reprochez aux États américains et européens de subventionner la demande à travers le chèque inflation, etc. Donc pour vous, il ne faut pas le faire. Il faut laisser le jeu de l'offre et de la demande faire son travail. Oui, mais il y a un coût. C'est-à-dire qu'il y a des familles, il y a des gens, il y a des millions de personnes qui vont se retrouver sans épargne. Ah oui, mais on ne peut pas tout décréter d'un coup, je veux dire. Mais il faut comment dire, il faut irriguer le fuel des aides dans des activités essentielles. Alors, prenons le cas des États-Unis. C'est des pays qui ont des raffineries, du pétrole, une autonomie énergétique, une souveraineté énergétique. Pourquoi ça coûte cher chez eux? L'essence et le gasoil. Écoute, on a bien vu dernièrement que Biden a bien envoyé une lettre à l'ensemble des raffineries. Oui, s'il vous plaît, soyez gentils. Soyez gentils, on est dans le capitalisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord. Donc, écoutez... Donc, en fait, les raffineries américaines profitent même du peuple américain. Le peuple américain, oui. D'accord, donc le peuple américain subit la rapacité. Le besoin, il y est. D'accord. Donc, automatiquement, ils en profitent. Et donc, comme pour qu'il n'y ait pas une crise sociale aux États-Unis, même une guerre civile aux États-Unis, donc l'État américain se retrouve obligé de subventionner... Ou bien... Il y a une méthode plus radicale, l'État américain peut décider de nationaliser temporairement les raffineries et d'appeler l'armée à l'exploiter. Dans ce cas-là, vous allez rentrer dans le même problème qu'ils ont créé avec les Russes, à savoir on vous bloque, on vous retire vos biens. Donc le droit de propriété n'existe plus. Déjà, c'est le cas. Je veux dire, ce qu'ils ont fait à la Russie, on le voit, parce qu'il n'y a plus de droit de propriété. Et c'est ce qui s'est passé. Et les pays émergents aujourd'hui ne peuvent plus investir en Europe, aux États-Unis, parce que demain, il y a un problème politique avec leur pays d'origine et les États-Unis. Ils risquent d'être volés, littéralement. Leurs réserves de change peuvent être volées, comme ils ont fait à la Banque centrale. C'est l'une des raisons aussi. Donc ils peuvent y aller, je veux dire, mais on peut en avoir en termes de crédibilité. Parce que les États-Unis, ils se sont très à la fête, bien reconnus, et au niveau que, effectivement, le jeu qui a été joué a mis en faiblesse le dollar. Mais ce qui est fait. Voilà. Après coup... Mais n'oubliez pas que derrière tout ça... mais n'oubliez pas que derrière tout ça, il y a une guerre de dédollarisation. Les Russes et les Chinois et les BRICS sont en train de jouer un jeu, à travers ceci, de pouvoir tirer vers eux le maximum de pays pour pouvoir créer cette force ou cette puissance financière qu'ils n'ont pas encore, qui est toujours entre les mains des États-Unis. Donc on est en train de voir également... En fait, pour moi, cette guerre, c'est une guerre entre la Fed et les BRICS. Oui. Et indirectement, le potentiel du yuan comme future monnaie, en tout cas asiatique dans un premier temps, peut-être après mondial, dans un horizon très lointain. Parce que quand même le dollar, même si c'est une monnaie fictive, même si c'est une monnaie qui a recours en permanence à la planche à billets à travers les QE... Mais 60% mais c'est le premier pôle géopolitique mondial, c'est beaucoup de choses, des bases militaires partout, et l'obligation d'utiliser le dollar pour beaucoup de pays, notamment pour le pétrole, le gaz et les matières premières et alimentaires. Donc maintenant, vous dites que la Russie cherche à profiter de la crise pour consolider autour d'elle des blocs économiques comme l'Inde, comme la Chine, peut-être, mais éventuellement... Et même l'Iran et l'Argentine qui viennent... Le Brésil, notamment, également, qui dépend des engrais russes. Alors, on a vu que la Russie a quand même pu redéployer son pétrole, que l'Europe achète de moins en moins, au profit de l'Inde et de la Chine. Alors, dans quelle configuration elle le fait? Est-ce qu'elle le vend au prix mondial Non, elle le vend par exemple en Inde, elle le vend à 75 $. Donc la moitié, quasiment la moitié du prix mondial. Et l'Inde le revend au prix de... Et même si elle le vend à 75 $, elle gagne, parce qu'avant cette crise, il était à 60 $, 65 $. Il faut rappeler déjà que l'augmentation des cours du pétrole a commencé avant la guerre en Ukraine. C'est au mois de décembre qu'elle avait commencé graduellement. Non. Bon, ça a été un catalyseur. Avant la guerre, le cours était à 60-65 $. Oui, mais il partait de 40, je veux dire. Il y avait une remontée graduelle et ça a accéléré tout simplement. Même, pour vous dire, elle le vend par exemple à l'Inde à 75 $. Donc ce que vous dites, c'est que
l'Inde achète du pétrole avec un contrat à long terme, avec un prix préférentiel, un prix cassé à $75. Et elle fait le refinage. Avec à $60 à 50. Mais elle vend à l'Europe comme si elle avait acheté le pétrole au prix actuel. Et au spot en plus, c'est-à-dire au prix au gré à gré, avec des contrats à terme pour que les gens comprennent, tout le monde. Et j'irai même plus loin. Avant, l'Europe, lorsqu'elle achetait le pétrole auprès des Russes, elle le payait en euros. Oui. Avec sa propre monnaie. Bah là, elle pouvait l'imprimer. Deuxièmement, lorsqu'elle payait les Russes disaient payez-moi maintenant 50%, et les autres 50%, donnez-moi des bons de trésor. Donc, quelque part, ils vivaient à 50%, ils n'achetaient le pétrole qu'à 50% de son prix. Quelque part, il achetait gratuitement. Gratuitement. Donc, ça donnait une certaine compétitivité aux pays européens. Oui, bien sûr. Maintenant, le problème, c'est qu'ils doivent l'acheter en roubles. Et un rouble qui s'est fortement apprécié, et donc il faut plus d'euros pour acheter le même rouble, pour payer le même baril. C'est du cash, il faut trouver de l'argent. Alors qu'avant, il ne payait que 50% de son prix. Oui. D'accord, donc on a une Europe qui est en train de perdre en compétitivité du fait du circuit énergétique, qu'elle s'est elle-même imposée. Même le déficit commercial, au niveau de la balance commerciale. Mais ça fait longtemps que c'est problématique, notamment pour des pays comme la France. L'Allemagne est encore... Maintenant, c'est encore pire parce qu'ils doivent payer maintenant. Oui, la facture énergétique, naturellement, va aggraver le déficit. Donc, en fait, elle s'est elle-même embourbée dans un bras de fer dont elle n'avait pas besoin, en invoquant le fait que l'Ukraine est une nation européenne, alors qu'elle n'est pas plus corrompue. C'est un autre débat, la légitimité de la défense de l'Ukraine ou pas. De l'autre côté, on a la Chine qui en profite, qui, au contraire, a gagné en compétitivité énergétique parce qu'elle a également augmenté ses volumes de livraison de pétrole de la part de la Russie. 50 milliards. À un prix amical. Oui. Donc, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de Chine. Et l'Inde, qui effectivement joue le rôle d'un intermédiaire assez intelligent, où elle gagne premièrement au niveau du prix du pétrole, deuxièmement au niveau du surcoût des raffineries qu'elle possède. Donc on est dans un basculement de l'ordre énergétique mondial assez particulier. Au fait, le grand perdant, c'est l'Europe. Les États-Unis gagnent, la Chine gagne, la Russie gagne. Moi, je dirais, si vous me permettez une phrase, les États-Unis sont en train d'utiliser l'Europe jusqu'au dernier européen pour ses intérêts. Pour sauver le dollar en sacrifiant l'euro, notamment, et pour drainer les capitaux vers les États-Unis au détriment... Et pour vous dire, j'irai même plus loin, au niveau énergétique, maintenant la reprise des gisements de schiste, vous savez très bien que pour pouvoir reprendre, il faut du temps. Ils seront au pic de leur production qu'en 2024. Donc pour l'instant, on est en Pourquoi? Parce que le problème au niveau il ne faut pas aussi oublier que le pétrole de schiste, lorsque vous commencez à pomper, déjà la première année, plus de 50% du gisement est déjà pompé. C'est des puits qui s'épuisent rapidement. Oui. Donc il faut à chaque fois faire des trous, et écologiquement c'est une catastrophe. Ça c'est autre chose. Et en plus, ils sont moins rentables que le pétrole saoudien. Il coûte à $60, le prix de revient est à $50. Donc automatiquement... Le pétrole saoudien, c'est je crois $15 ou $10. Il y a trois tranches. Il y a la tranche des 5 à $10. Ensuite, ça dépend des puits, Ensuite, il y a comme le pétrole russe, etc. On est entre 10 à $20, $30. Ensuite, il y a le offshore qui est entre 30 et $40. Et bien sûr, le schiste qui est à $50. Qui est plus cher. Donc voilà, plus cher. Donc automatiquement, pour pouvoir toujours utiliser et de produire du produit schiste, on sait automatiquement que le coût du baril de pétrole ne descendra pas en dessous de $70. Et je dirais même, il ne descendra pas en dessous de $100. En plus, l'OPEP n'a pas intérêt à ce qu'il descende et qu'avec des logiques même de l'OPEP, je prends dernièrement, il y avait le secrétaire général, il a dit l'ensemble des pays, ils sont au maximum de leur production. Sauf deux pays. Ce qui n'est pas vrai en réalité, mais bon. Non. En fait, on est vrai parce que je viens de voir hier la production, l'accord de l'OPEP+, sur le mois d'août. J'ai remarqué que les Russes, ils sont à 11 004 et les Saoudiens, ils sont à 11 000 par jour. Même chose. Donc, quelque part, c'est le maximum. Ils ne peuvent pas le tenir plus d'un mois. Non, pourquoi je dis que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas en termes de capacité productive. Effectivement, il faut des investissements, des milliards, des années pour pouvoir augmenter le volume. Mais il y a des pays, comme le Venezuela, qui peuvent produire du pétrole, mais qui n'ont pas accès aux raffineries américaines. Tu fais du bras de fer géopolitique. Non, il n'y a même pas, pour extraire, déjà, les puits, ils ne sont pas assez. Ils ont des machines... oui, anciennes, mais qui produisent quand même une quantité, mais qui n'est pas raffinée. Donc, si jamais, pour des raisons géopolitiques, les sanctions, d'ailleurs, on a vu des délégations américaines aller à Caracas pour négocier, pour réintégrer le Venezuela dans le marché,
On a vu même les Américains vouloir accélérer le retour à l'accord de Vienne. Oui, oui, Folie totale par rapport à la cohérence globale, uniquement pour pouvoir étouffer la Russie par rapport à l'Europe. Donc ce que je veux dire, c'est que potentiellement, il y a quand même 3 ou 4 millions de barils qui peuvent être rajoutés si jamais la barrière géopolitique est levée. Pour moi, on peut pas. Je savais que même la Chine produit du pétrole. Pour moi, on ne peut pas dépasser plus de 2 millions de barils par jour. Donc on peut ajouter 2 millions de barils par maximum, jour. Maximum. Mais en même temps, on revient à l'idée que ce n'est pas le problème. Non, le problème n'est pas là, parce qu'on est déjà en termes de demande. Je vous dis, la production n'a pas encore repris. Non, oui. Ah, disons qu'avant Covid, avant cette crise, on était à 97-98 millions de barils par jour de consommation, alors que la capacité de production, on était à 100 millions de barils par jour. Mais pour moi, je vous attire une attention. Moi, je me suis dit, comment se fait-il, vous dites qu'on produit 100 millions de barils alors qu'on consomme 97-98, alors que les stocks diminuent. Un élève de bac en économie, en faisant de l'inventaire, il se dit, il y a quelque chose qui cloche. Donc moi, personnellement, je pense que on n'est pas vraiment à 100 millions de barils par jour de produits. Donc on est moins. Mais c'est maquillé statistiquement pour donner... Pour vous garder un certain... D'accord, mais on rappelle que le vrai... C'est pas que le problème n'est pas là, mais que le vrai problème n'est pas au niveau des cours du pétrole, mais au niveau des raffineries. Non, actuellement, le vrai problème, ce qui se sucre, c'est les raffineries. Oui, américaines, indiennes, chinoises. Et je dirais qu'ils vont encore se sucrer pendant 4 ans, 5 ans minimum. D'accord. Donc, alors revenons au Maroc. Tout à l'heure, vous avez évoqué un certain nombre de problèmes à court terme. Premièrement, il y a les réserves de change. Le fait est que si on épuise les réserves de change, c'est un défaut de paiement. D'accord, on fait faillite, on ne peut pas payer les importations. Et donc, c'est tout le circuit économique qui est désarticulé. L'alternative, celle qui est un peu un réflexe pavlovien des différents gouvernements précédents, recours aux marchés internationaux pour lever des capitaux. La dette extérieure, pour le dire simplement, on s'endette pour alimenter les réserves de change avec un taux d'intérêt, on se disant on réglera le problème plus tard. On peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que tout simplement, d'après la loi de la Banque Maghreb, la dette extérieure ne doit pas dépasser les 30%. C'est vrai que ça peut changer. En cas d'urgence, on a vu que beaucoup de choses peuvent changer en cas d'urgence. Franchement, si on la change, on va se retrouver dans la position turque. Après, est-ce que, par exemple, la ligne de précaution du FMI est comptabilisée dans la dette extérieure ou pas? Vous savez, il y a toujours des artifices pour pouvoir avoir de la dette sans Mais de toute façon, s'endetter, le Maroc, on est devant un mur économique. On ne peut plus s'endetter. En tout cas, à l'international déjà, c'est évident. Même en local, à moins qu'ils changent la loi de finances. D'accord. Et croyez-moi, il y a certains partis politiques qui ne seront pas prêts à... D'accord, donc cette union actuelle qui tient plus ou moins pourrait éclater si jamais... Parce que le seul moyen pour que le Banque Maghreb pouvoir donner plus de crédit, c'est que la loi de finances soit changée. Non, attendez, vous parlez de la dette intérieure ou extérieure? Intérieure. Oui, intérieure, d'accord. D'accord, donc on peut très difficilement recourir à la dette extérieure pour alimenter la réserve de change. Peut-on aller vers un schéma de protectionnisme d'urgence en limitant grandement un certain nombre de rubriques des produits qu'on apporte? En moins pour amortir un peu le choc Personnellement... Réduire les dotations de devises, c'est quoi l'alternative? Parce qu'après vous me dites, la raffinerie, d'accord, la Samir. Si on ne touche pas à la Samir, on la laisse... Non, pour moi personnellement, je pense qu'à mon avis, l'État a intérêt à nationaliser la Samir. D'accord, imaginons 2 scénarios. Il le fait pas. Commençons par le négatif. Il ne le fait pas. S'il ne le fait pas, vous dites que de manière irrémédiable, on va vers un rationnement des énergies fossiles. C'est-à-dire, demain, vous allez à pompe à essence, vous avez un bon qui vous limite, ou bien il n'y a plus d'essence, revenez demain. N'oubliez pas une chose, on n'est pas en train de parler seulement au niveau du fuel, de l'essence, etc. Il y a beaucoup de matières premières. Déjà, non, il n'y a pas ça. Il y a d'autres matières premières qu'on importe en devises. Le blé qui est multiplié par 4. Actuellement, l'État paye 250 $. Donc, quelque part, effectivement, les cours, mais les devises, on est limité. Alors, il y a peut-être une alternative intéressante, qui peut se compléter avec le fait de relancer la Samir, de la renationaliser ou d'inviter des acteurs privés à investir là-dedans. L'ancien ambassadeur russe au Maroc, pas l'actuel, mais celui qui était avant, qui d'ailleurs vient de changer il y a, je crois, un mois, avait proposé au Maroc une logique de troc ou d'échange avec les monnaies nationales. C'est-à-dire que le Maroc peut importer en payant en dirham et la Russie peut exporter, pareil, rouble, dirham. Est-ce que ça permettrait d'évacuer la dimension dollar? Alors, il y a un coût géopolitique à payer. Non, on peut écoute, au niveau du troc, je dirais, entre le phosphate et l'engrais russe, on peut jouer à ce jeu.
Mais après, bon, les Américains, ça va pas trop leur plaire. Et un bras de fer. Il y a une souveraineté. Donc, ah oui, mais elle a un coût, la souveraineté. Elle n'est jamais gratuite. Toujours un coût à payer. Le seul moyen que nous avons, c'est de faire du troc avec le phosphate. Et comme on sait que l'engrais est devenu de plus en plus rare, et comme vous savez très bien que l'engrais est utilisé avec de l'ammoniac, et l'ammoniac, on a besoin du gaz au niveau de son processus de fabrication. Vous savez, il y a beaucoup d'usines actuellement, Bâche, les Allemands, etc. Il y aura une rareté d'ammoniac. D'accord. Alors, revenons à la Samir. Donc, oui. Depuis qu'elle a été mise hors service jusqu'à aujourd'hui, Oui. est-ce qu'il y a des dégâts matériels ou une forme d'obsolescence qui fait qu'on ne peut pas la réactiver immédiatement? Pour moi, quel que soit le coût, il faut la réactiver. D'accord. Parce que c'est le seul moyen que nous avons au minimum, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le coût de transport des matières, par exemple, remonter des produits agricoles d'Agadir jusqu'à Casa ou jusqu'à Tanger ou jusqu'à Nador, ça coûte de l'argent. Si demain le cours arrive à 18 ou à 20 dirhams le litre, bah, on y va. on y va. Donc le coût alimentaire, les coûts des matières premières alimentaires, ils vont exploser. Et tout va exploser. Donc quelque part, on a intérêt de pouvoir garder une certaine sécurité, d'utiliser autant de stockage que de capacité à raffiner. Voilà. D'accord. Après, il y a un autre problème d'ordre un peu logistique. Alors, il paraît, j'ai entendu, qu'il y a un problème au niveau du port de Mohammedia qui permet d'alimenter la Samir avec des tankers qui n'est pas à eau profonde, qui n'est pas assez profond, qui fait que des fois, quand des tankers arrivent, ils doivent attendre une accalmie peut-être de météo avant de pouvoir y aller. Donc, il faudrait également investir au niveau portuaire pour augmenter les capacités de livraison de pétrole. Aucune idée. Mais bon, pour vous, tout cela, c'est des détails techniques qui ne valent rien devant la question de la souveraineté, de la capacité. La souveraineté, c'est une volonté et une capacité. La capacité, on l'a potentiellement, il faut de la volonté politique pour matérialiser. C'est le seul moyen pour moi actuellement, c'est le seul moyen de pouvoir faire face aux dégâts qui vont venir dans les 3-4 ans à venir. Sinon, il faut se préparer à faire des files d'attente et des passes énergétiques. Et on va vers un schéma de contamination de cette inflation qui est déjà le cas, mais à une échelle beaucoup plus grande. En tout cas, merci infiniment Oussama Houssini pour tout cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, le lundi prochain à midi. En attendant, prenez soin de vous.